Bonjour et bienvenue à tous. Ravi de vous accueillir pour ce premier webinaire à tout soleil sur le thème des addictions. Ce thème important, car cette année, c'est le thème qui a été choisi pour l'opération à tout soleil, organisée par l'association que vous connaissez, GPMA, en collaboration avec Generali et la Médicale. Et pour en parler, pour parler de ce thème, je suis ravi d'accueillir la déléguée générale aujourd'hui, Manon Champliot, déléguée générale GPMA. Nos épaules et vos ailes. Alors, est-ce que déjà, ma première question, Manon, ravi de t'accueillir ici, pourquoi ce webinaire et ces webinaires? Parce qu'il y en aura plusieurs, je crois, sur ce thème des addictions. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci à ceux qui sont venus présents en présentiel aujourd'hui. Alors, pourquoi ce webinaire? Simplement parce que cette année, avec À tout soleil, on a décidé d'aller plus loin. On a décidé de faire nous-mêmes, en tant qu'association, une action de prévention sur la thématique À tout soleil. Et cette thématique, c'est une thématique sur les addictions. Donc, on a on a réalisé ce premier webinaire et 2 autres suivront pour parler de ce sujet des addictions. D'accord. Génération zéro addiction, on l'a vu dans la slide juste avant. Sujet d'À tout soleil cette année, sujet 2024. Oui, alors le thème 2024, c'est Génération zéro addiction, prévenir, transmettre et accompagner nos enfants. On a décidé de cibler cette thématique addiction sur les jeunes. Alors on a une cible assez large puisqu'on s'est donné une cible moins de 30 ans. Pourquoi? Parce que les addictions, c'est un sujet d'actualité. Je pense que tout parent pourra en tous les cas se sentir concerné par exemple une addiction aux écrans ou pour les enfants plus grands, des addictions à la cigarette, aux drogues, etc. C'est un sujet qui est encore un peu discret. L'actualité, on a commencé à s'en saisir ces derniers mois. Et nous, avec À tout soleil, on a voulu le mettre en lumière pour récompenser 15 projets sur 3 axes. Un premier axe de prévention, un axe pour aider les addicts et un dernier axe pour aller plus loin, aider les anciens addicts à se reconstruire durablement dans leur vie. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a un invité, un super invité. On va le rejoindre, je vais aller le rejoindre juste après. Il est déjà arrivé, il est avec nous. Pourquoi avoir choisi cet invité, Jean-Victor Blanc, docteur Jean-Victor Blanc? Alors déjà, bonjour Jean-Victor. Merci beaucoup d'être venu témoigner en tant que médecin psychiatre et spécialisé sur le sujet des addictions. Pourquoi on a choisi Jean-Victor Blanc? Tout simplement parce que vous allez le découvrir tout de suite. Jean-Victor a une approche assez moderne de l'addiction. Vu que nous, on a choisi de cibler les jeunes, ça nous semblait assez cohérent d'inviter Jean-Victor à témoigner. Il a écrit 2 livres et il utilise notamment la pop culture. On va en parler justement. Pour parler des addictions. Donc merci d'être venu. Et, merci Manon. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr poser vos questions. N'hésitez pas. Le docteur est là, je vais le rejoindre. Merci Manon. Bon webinaire. Merci. Bon docteur, déjà un petit peu présenté. Merci en tous les cas. Merci à vous. Merci pour votre présence ici. Sympa, l'auditorium Generali. Voilà. Alors, Manon, on a un petit peu parlé. Docteur, vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, enseignant à la Sorbonne et auteur de 2 ouvrages. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, Addict et ces deux ouvrages-là. Des ouvrages Pop et Psy, ainsi qu'Addict. Je précise que vous avez une approche, et Manon l'a dit, vous utilisez une approche innovante parce que votre pratique, c'est d'utiliser la pop culture pour aborder ces sujets d'addiction. Et vous avez aussi créé un festival, Pop and Psy, on va en parler justement, qui a lieu 1 fois par an à Paris. Alors, pourquoi avoir fait ce choix de cette approche un petit peu innovante entre ce festival et ces bouquins L'idée de parler de pop culture pour parler de santé mentale, c'est justement déjà toucher un public jeune qui peut être concerné par les problèmes de troubles psychiques et les addictions, mais qui consomme aussi beaucoup ces séries, Netflix, etc. C'est aussi donner une visibilité à un sujet et en fait, pour moi, d'essayer à travers des films comme par exemple Happiness Therapy ou Star is Born, faire mieux comprendre ce que c'est que le trouble bipolaire, ce que sont que les addictions et comme ça, en fait, donner un nouveau visage et faire mieux comprendre aussi les soins et notamment les perspectives positives qu'on peut avoir dans les soins pour les traitements pour les addicts. Alors, À tout soleil, vous l'avez entendu, porte cette année ce thème des addictions, contre les addictions.
la première question, finalement, qu'est-ce que l'addiction et comment devenons-nous addicts à une substance ou à un comportement? Quelle est la différence à faire entre l'addiction et l'hyperusage? Voilà. On pose le débat. Disons que l'addiction, c'est un comportement qui va être déterminé principalement par une perte de contrôle vis-à-vis de ce comportement. Donc c'est pour ça qu'on va différencier quelque chose qu'on va faire fréquemment ou quotidiennement, par exemple se nourrir, de quelque chose qui va devenir une addiction, c'est-à-dire avec une perte de contrôle et le fait que la personne va continuer ce comportement malgré le fait que ce comportement a des conséquences négatives. Donc ça va être vraiment, on va dire un peu la boussole. Après, de manière plus fine, en psychiatrie, on utilise certains référentiels, notamment un livre qui s'appelle le DSM, dans lequel il y a toute une liste de symptômes, il y en a 11, et qui vont nous aider à déterminer justement, parce que c'est pas simple, il y a beaucoup d'idées reçues sur le sujet, et c'est important de comprendre que l'addiction, c'est une maladie, on parle de maladie addictive, et c'est pas ni une mauvaise habitude, ni un jugement moral, ni voilà, ça repose sur des critères qui sont médicaux et scientifiques, d'où l'intérêt d'avoir quelque part un cadre pour poser ce diagnostic. N'oubliez pas de poser toutes vos questions. Alors, pourquoi certaines personnes en fait, sont plus susceptibles finalement de devenir addicts? Voilà, exemple de la cigarette. Certains sont capables de fumer une petite cigarette de temps en temps, d'autres sont totalement accros. Est-ce qu'il y a des personnalités plus susceptibles de devenir addicts? C'est un message effectivement qui est important. On n'est pas tous égaux face aux addictions. Il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte. Un facteur héréditaire, c'est-à-dire qu'on est avec une vulnérabilité vis-à-vis des addictions. Ce n'est pas que du génétique, il y a une part qui est génétique, mais il y a aussi des choses qui vont être transmises dans l'éducation et puis dans ce qu'on va appeler l'épigénétique, donc autour des gènes. Toujours est-il que ça, il y a des études qui ont montré que par exemple, chez les vrais jumeaux, si un a une maladie addictive, il y a 50% de chances que l'autre ait une maladie addictive. Si c'est des faux jumeaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas exactement les mêmes gènes, ce risque il diminue, il tombe à 25%, ce qui est déjà élevé, mais on voit que ce n'est pas qu'une question de gènes. Ensuite, il y avait d'autres facteurs, notamment des facteurs liés à la personnalité. On sait que certains tempéraments vont être plus susceptibles de développer une addiction, notamment les personnes qui vont être impulsives, parce qu'elles vont avoir du mal à contrôler finalement le fait de ne pas consommer. C'est également vrai pour les personnes qui vont avoir une vulnérabilité anxieuse, donc des personnes qui vont être finalement facilement ressentir des émotions négatives et qui du coup vont essayer de s'automédiquer avec des substances. Donc typiquement, c'est deux exemples qui montrent qu'on n'est pas tous égaux et que effectivement, et ça tout un chacun peut le constater avec la cigarette, on prend comme exemple parce que finalement, il y a moins de stigma, on va dire, autour de la cigarette, mais on voit bien qu'il y a certaines personnes qui arrivent à fumer uniquement le week-end, uniquement en soirée, uniquement, et d'autres, pour le coup, la première cigarette, lorsqu'ils ont arrêté qu'ils refument, on voit que tout de suite, ça redevient de manière complètement incontrôlable. Et bien, c'est un petit peu la même chose pour finalement toutes les addictions. Alors, vous êtes médecin, mais aussi auteur de ces deux super livres là, que je vous montre. Et honnêtement, je l'ai presque fini, celui-là, mais on apprend des choses, on va en parler. Et surtout, ces parallèles que vous faites entre, justement, les stars de la musique, les stars de ciné, les films. Vous êtes un fan du cinéma. Mais pour avoir écrit ce bouquin et avoir pris tous ces exemples, comment avez-vous fait, justement les films, vous les avez vus avant d'écrire ou vous imposez de voir ces films, sachant qu'il y a l'addiction dans ce film-là, c'est telle star et... C'est une bonne question, c'est ce qui a rendu aussi l'écriture de ces livres assez plaisante. Il y a des films en fait, que j'avais déjà vus et qui, finalement, en y repensant, m'ont aidé à comprendre mieux l'addiction ou la maladie mentale. C'est vrai que pour mon premier livre, pour Pop et Psy, c'est en allant au cinéma voir Black Swan, j'étais étudiant en médecine, où je me suis dit, c'est à la fin du film, finalement, grâce, en allant au ciné, j'ai mieux compris finalement une maladie que dans mes livres de médecine, ce qui était quand même assez étonnant. Puis c'est bien après, quand j'ai créé Culture Pop et Psy, que ça s'est un petit peu plus, on va dire, formalisé. Pour Addict, il y avait des livres comme, des films, comme Requiem for a Dream, qui sont des films extrêmement marquants. C'est qu'on l'a vu une fois, on se rappelle, et c'est que c'est un bon exemple pour parler de l'addiction. Et puis ensuite d'autres qui étaient moins connus, mais que du coup j'ai regardé en me disant, voilà, je savais qu'il y avait un élément et j'ai essayé de m'en servir pour, là aussi, faire mieux comprendre ces maladies. Oui, parce que si je vous lis le pitch, quel est le point commun entre Miley Cyrus, James Bond et Amy Winehouse? Tous connus de l'addiction, leur histoire, etc. Et c'est vrai que... Mais vous êtes un super cinéphile.
C'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup regarder les séries, j'aime beaucoup la culture des célébrités, ce qui fait que c'est aussi comme ça que c'est venu cette manière de finalement d'expliquer mon métier avec tout ça. Ouais. Cinéphile, auteur, vous avez le temps de temps en temps de voir des patients? Oui, bah en fait, je suis à l'hôpital 3 jours par semaine où j'ai une consultation spécialisée en addictologie, mais dont on va peut-être parler. Alors, on ne se rend pas toujours compte des addictions. La question, Claire, comment savoir si l'on est addict? Alors, pour ça, il y a plusieurs choses. Déjà, se renseigner sur, alors on l'a dit, même si évidemment c'est un petit peu court, cette notion de perte de contrôle vis-à-vis d'un comportement. Après, il existe aussi, et c'est ce que j'ai mis dans mon livre Addict, des tests qu'on peut faire en fait pour justement voir où se situe la perte de contrôle, par exemple vis-à-vis de l'alcool, vis-à-vis de la sexualité, vis-à-vis de la cigarette, vis-à-vis de certains médicaments. Donc l'idée, c'est que en apprenant des choses sur l'addiction, on peut déjà chacun se situer vis-à-vis de sa vulnérabilité propre, vis-à-vis aussi de la vulnérabilité qui peut venir de l'entourage. Si on est dans un entourage dans lequel on consomme beaucoup, on va être plus à risque de développer une dépendance. Par exemple, l'exemple français, on est dans une culture qui est quand même très imbibée, sans mauvais jeu de mots, de l'alcool et de le vin qui est inscrit au patrimoine. On voit que c'est un sujet extrêmement sensible. Bon, et ben on a plus de risques de développer une dépendance à l'alcool en France qu'ailleurs. Mais ailleurs, ce sera un autre produit. Donc l'idée, c'est aussi de limiter un peu toutes les idées reçues qu'on va avoir sur le sujet et qui souvent freinent notamment l'accès dans les soins. Alors, il y a plusieurs chapitres, et si je m'arrête sur le chapitre justement de l'alcool, vous faites ce que vous disiez tout à l'heure, le petit questionnaire, ce qu'on appelle les red flags, les drapeaux rouges. Drapeaux rouges concernant l'alcool, il vous pose la question, avez-vous déjà ressenti une envie violente et irrésistible de boire de l'alcool dans un contexte qui s'y prêtait pas? Vous mettez-vous régulièrement en danger lorsque vous buvez de l'alcool? Avez-vous des difficultés à contrôler le nombre de verres que vous buvez? Vous est-il déjà arrivé de boire seul quand vous vous sentiez mal? Un proche s'est-il déjà inquiété de votre consommation d'alcool en soirée? Donc, 5 questions. Si on répond à une, on est addict? Alors, pas une, mais pour le coup, à plus de 3 à ce questionnaire fait que statistiquement, et c'est ça qui va faire la différence avec un test qu'on peut voir dans un magazine, sur la plage l'été, c'est que ça, c'est des outils de dépistage qui ont été validés scientifiquement et qui montrent que statistiquement, les personnes qui répondent à plus de 3 de ces questions ont un risque important d'avoir une addiction. Donc évidemment, c'est une porte d'entrée. Il ne s'agit pas, c'est pas uniquement faire passer des tests qui vont poser le diagnostic. Il faut évidemment, pour poser un diagnostic, voir un médecin spécialisé ou pas en addictologie, mais en tout cas quelqu'un qui va être à même d'évaluer la situation et puis surtout de proposer une prise en charge. Mais néanmoins, ces tests-là, ils sont intéressants parce qu'ils permettent de situer. Et on sait que dans l'addiction, il y a à la fois beaucoup de méconnaissance et parfois aussi un petit peu de déni parce que c'est encore difficile aujourd'hui de se dire qu'on est atteint d'une addiction. Et donc, ces questionnaires et finalement cette approche, elle permet un peu de questionner tout un chacun dans sa consommation. D'accord. Alors, on va avancer sur, on a parlé tout à l'heure, le thème de cette année, c'est la prévention des pratiques, sur les pratiques addictives auprès des adolescents. C'est Génération Zéro Addiction, le thème d'Atout Soleil cette année. On parle de la puff, le sniffy. Les écrans sont de plus en plus présents dans le quotidien des jeunes. Et là, on va s'orienter vers les jeunes. Les nouveaux produits, en fait, sont-ils bien sûr dangereux pour les jeunes et sont-ils particulièrement propices à eux, au développement de ces conduites addictives? En fait, ce qu'on aimerait comprendre, c'est pourquoi l'adolescence est une période particulièrement propice aux addictions. Pourquoi l'adolescence? Il y a beaucoup de questions dans la question. Avant tout, peut-être définir, parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est puff, sniffy, etc. Ah oui, pardon. C'est des choses qui sont assez moi, récentes. sniffy, je l'ai appris il y a quelques jours. Oui, vous rigolez. Vous rigolez. Ouais. Ça rigole aussi en régie, mais c'est vrai que... Je vous laisse l'expliquer, docteur. Donc puff, c'est des cigarettes électroniques jetables qui, et on va le voir, ça va être quelque chose de récurrent, ont été designées finalement un peu spécifiquement pour une population notamment jeune, avec quelque chose qui paraît un peu inoffensif, technologique, qui, bon,
au-delà en plus de contenir de la nicotine, sont un désastre écologique puisque c'est finalement des cigarettes, des cigarettes électroniques mais jetables, donc pas rechargeables. Bon, donc on peut vraiment dire quel est le but de ça, mais en tout cas très bien marketé, très joli, etc. Les Sniffy, c'est une poudre qui est censée être énergisante, psychostimulante, qui alors ne contient pas de cocaïne, mais qui joue sur ces codes, puisque c'est une poudre blanche qui est vendue en marchand de tabac, etc., c'est-à-dire énergisante. Donc on a mis quand même énormément de temps à sortir des cigarettes en chocolat. C'est un petit peu affligeant qu'en 2024, on propose un produit qui, même si en soi, il y a un peu de caféine dedans, enfin bon, il n'y a rien de... c'est vraiment une poudre inoffensive. Ça envoie quand même un signe qui est qu'il existe une petite poudre qui permet de gagner de l'énergie et donc évidemment fait référence à la cocaïne. Donc par rapport à la question de l'adolescence, on va voir qu'il y a deux choses. Un, le cerveau d'un adolescent, quelque part, il est extrêmement vulnérable vis-à-vis de l'addiction. Tout à l'heure, je donnais l'exemple des personnalités impulsives qui vont avoir plus de mal à contrôler leur consommation. Et bien, en fait, le cerveau d'un adolescent, parce qu'il est en construction, on finit, et c'est pour ça qu'avoir mis la barre assez haute pour À tout soleil à moins de 30 ans, c'est extrêmement intelligent, puisque on sait que le cerveau il finit sa maturation entre 25 et 30 ans. Donc en fait, on est une espèce où on a un cerveau qui, autant au niveau corporel, à partir de 18 ans, on se dit, bon, mais en fait, non, le cerveau, il n'est pas fini. Et la majorité de 18 ans, elle est symbolique, évidemment, mais en tout cas, c'est pas, au niveau biologique, elle ne correspond pas à grand-chose. Toujours est-il que le cerveau d'un adolescent, il va être extrêmement vulnérable vis-à-vis de l'impulsivité, notamment parce que la zone qui est responsable du contrôle de l'impulsivité, elle va maturer le plus tardivement. Donc finalement, les adolescents, évidemment avec ensuite des variations individuelles, mais c'est comme si ils étaient un petit peu, entre guillemets, faits pour avoir du mal à résister à l'impulsivité, à la tentation, et donc vont plus facilement être dans le passage à l'acte. C'est quelque chose qu'on voit dans 1000 films de pop culture, dans Freaky Friday. Il y en a un que je vais citer, c'est le film avec Sophie Marceau. LOL, oui, bien avec sûr. LOL, on voit dans votre livre, cite Sophie Marceau qui prend son petit pétard avec ses amis quadragénaires, un petit cannabis, et puis, mais qui n'a pas la même... Exactement. Les mêmes conséquences. Ce qui est important de savoir, c'est que sa fille, de son côté, qui a 17 ans, prend la même chose, mais... Exactement. Mais ce qui est important de savoir, c'est que, comme je le disais, donc, le cerveau n'est pas le même et le cerveau adolescent va être plus à risque de consommer, mais va aussi être beaucoup plus vulnérable. Et pour le coup, c'est ce qu'on voit dans le film LOL. Enfin, c'est ce qu'on voit. C'est en tout cas ce qui peut être suggéré. Et pourquoi j'ai utilisé ce film dans le livre, c'est que un cerveau d'une femme de 45-50 ans, comme Sophie Marceau dans le film, va avoir beaucoup moins de conséquences négatives vis-à-vis du cannabis qu'un cerveau qui est en pleine construction comme celui par exemple de sa fille. Donc c'est pour ça qu'on met vraiment le paquet sur la prévention autour de l'adolescence, parce qu'on sait aussi que des habitudes qui naissent et une addiction qui va naître à ce moment-là va potentiellement avoir beaucoup plus de conséquences sur toute la vie. Et quelles sont justement les addictions de ce public les plus courantes chez les adolescents et chez les jeunes adultes? Elles rejoignent un petit peu celles du grand public. Ça va être l'alcool, le tabac, le cannabis, dans une moindre mesure la cocaïne, qui est vraiment en augmentation, on va dire, au niveau de la population, même si elle reste quand même loin derrière le cannabis. Mais en tout cas, la progression est assez on va dire, inquiétante. Après, il faut savoir que de manière, mais on pourra en parler, de manière assez, pour l'instant, peu comprise, les jeunes ados aujourd'hui ont plutôt tendance à moins consommer que les générations avant. Ça, c'est des études qu'on fait chaque année sur le même public, donc qui sont très reproductives. Ce n'est pas l'outil de mesure qui a changé, c'est vraiment les mêmes questions qu'on fait passer chaque année. Et on voit qu'il y a moins d'usage d'alcool, de cannabis, de tout produit stupéfiant. Ce qui, évidemment, est plutôt une bonne nouvelle, mais la petite note moins positive, c'est qu'on sait que c'est une génération qui a quand même plus de troubles anxieux, plus d'idées suicidaires, plus d'épisodes dépressifs. Et donc, si on met les deux en lien, on se dit que peut-être que finalement, c'est une génération qui soit a moins de temps de socialité, et donc c'est pour ça qu'elle va moins consommer, parce qu'en fait, elle fait moins la fête, elle retrouve moins ses pairs, qui est une piste d'explication.
L'autre étant aussi, et c'est vrai, moi je ne suis pas pédopsychiatre, j'ai vu pas mal d'ados pendant mon internat, mais en discutant avec mes collègues qui voient des ados, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi un intérêt pour le bien-être très fort, notamment dans cette génération-là, avec par exemple des choses qui étaient assez épisodiques, ne serait-ce que dans ma génération, mais des gens qui font de la musculation, par exemple, c'était quand même pas très fréquent. Aujourd'hui, il y a vraiment un intérêt pour le corps extrêmement poussé, ce qui est plutôt positif. Donc du coup, prendre soin de soi, etc., pas consommer. Et en même temps, ce qui peut aussi être quelque chose d'addictif, l'obsession pour le corps peut aussi, à certains moments, devenir compliquée. Donc on voit bien que c'est des questions qui sont évidemment très complexes. Mais cette génération, en fait, qui n'a pas la même consommation que les générations loi et vin et même avant, hein, parce qu'on lit aussi qu'à l'école aussi, le vin était toléré, coupé avec de l'eau, etc. On a arrêté le vin à l'alcool aussi, hein, dans les écoles, c'était dans les collèges et l'alcool était toléré. Là, il y a une consommation qui est différente, vous l'avez dit, docteur, mais surtout une consommation, et je vais parler du binge drinking, là, où c'est vrai qu'on ne boit pas de la semaine, mais d'un coup, on va se mettre, entre guillemets, un peu minable, et vouloir consommer immédiatement en 2 heures. Alors, c'est quoi ce phénomène? Et est-ce que c'est une addiction, en fait? Exactement, c'est aussi pour ça que dans le livre, j'ai regroupé plutôt par usage plutôt que par substance, parce qu'en fait, aujourd'hui, et ça c'est assez contemporain, ce que les consommateurs, et notamment les plus jeunes, vont chercher, c'est vraiment un effet plus qu'une substance. Donc dans le binge drinking, par exemple, l'idée... On rappelle ce qu'est le binge drinking. Le binge drinking, c'est en fait le fait de boire une grande quantité d'alcool. En général, c'est au moins 4 ou 5 verres standards. Donc, ce qui fait, par exemple, un verre standard, c'est les verres qui nous sont servis au bar. Donc, un verre de vin, un demi de bière, un mélange d'alcool fort, etc. C'est donc boire au moins 5 verres en moins de 2 heures. Donc, il y a vraiment ce critère de rapidité pour rechercher vraiment une ivresse, voire un sentiment de défonce, vraiment de manière proactive. Ce n'est pas déguster de l'alcool et des verres sur un temps donné, etc. Et cet effet, enfin cette consommation, elle était assez différente de la consommation de la génération d'avant, qui avait plutôt tendance à consommer de l'alcool plus souvent, mais des quantités moindres, notamment le midi et le soir, etc. Là où le binge drinking, on voit que c'est des gens qui vont effectivement pas du tout consommer la semaine, mais par exemple le week-end, potentiellement tous les week-ends et plusieurs soirs de week-end, consommer vraiment de manière massive de l'alcool. Et pendant longtemps, on pensait que c'était moins grave. Ça ne donne pas forcément de dépendance parce qu'il n'y a pas du coup de consommation au quotidien. Ceci dit, ça peut avoir des conséquences sur le cerveau. Avec des études qui ont été faites notamment chez les rongeurs qui montraient qu'après le premier binge drinking, il y avait déjà des marqueurs de souffrance neuronale. Autre addiction chez les jeunes, on a parlé d'alcool, on a parlé de cannabis. Est-ce qu'il y en a d'autres? Culture de son corps aussi Effectivement, alors après c'est des signaux faibles parce que de toute façon il va falloir un certain temps et que la consommation souvent commence à l'adolescence mais devient une dépendance que beaucoup plus tard. Et donc c'est vrai qu'il y a un petit temps de retard, mais c'est une question qu'on pose systématiquement, moi, que je pose à tous les patients qui viennent me voir, c'était quand la première consommation d'alcool ou du reste en fonction de leur problématique, puisqu'on sait que ça aussi c'est un critère extrêmement sensible. On sait qu'en gros, l'année de la première consommation d'alcool, peu importe le contexte, va jouer sur le risque de dépendance. Donc en fait, plus on va consommer tôt, plus on va avoir un risque élevé de développer une dépendance à l'âge adulte. Ensuite, les autres critères finalement de quelque part de gravité, parce que évidemment, il ne s'agit pas non plus de diaboliser la consommation et bien différencier ce qui va être une consommation d'une dépendance. Parce que si on regarde les chiffres, on voit qu'il y a quasiment un jeune sur 2 qui a expérimenté le cannabis, un jeune sur 2 qui fait du binge drinking au moins une fois par an. Il ne s'agit pas de pathologiser tout ça et de dire tous ont un trouble psychique. Il y a déjà suffisamment de jeunes qui vont mal pour qu'on se mette à aller chercher comme ça à la pêche aux patients. Donc, pour le coup, il s'agit de voir quels vont être les critères de souffrance. Un des critères, par exemple, ça va être le fait que le jeune va consommer seul. Parce que autant un usage social en groupe, etc., ça fait aussi quelque part un peu partie d'une expérience humaine et il ne s'agit pas de le pathologiser encore une fois. En revanche, quelqu'un qui va consommer à des temps
qui ne sont pas des temps sociaux, qui va consommer le matin pour aller à l'école, qui va consommer tout seul, qui va consommer du coup par exemple tous les soirs pour s'aider à s'endormir du cannabis. Là, on va être sur des marqueurs qui sont plus indicateurs pour le coup d'une souffrance et donc associés à une dépendance ou du moins un usage pathologique. Le thème d'Atout Soleil cette année, c'est Génération Zéro Addiction et surtout pour les jeunes de moins de 30 ans. Quand on parle des jeunes, on parle bien sûr des enfants, mais aussi on parle des moins jeunes qui rentrent dans le monde du travail. Et là, la question, et on va prendre le temps, le monde du travail, est-ce qu'il est protecteur, justement, par rapport à ces addictions, ou bien est-ce qu'il favorise ces addictions? C'est une excellente question. On sait que le monde du travail il est plutôt protecteur. Si on regarde vraiment les chiffres, pour le coup, il y a beaucoup de chiffres où on n'a pas de chiffres en France, mais là, on a des chiffres français qui montrent que globalement, et c'est vrai pour toutes les substances, les personnes qui ne sont pas en situation d'emploi ont plus de consommation que les personnes qui sont employées. C'est vrai pour l'alcool, pour le tabac, pour le cannabis, pour les drogues stupéfiantes. Donc vraiment pour tous les produits. Donc finalement, et on le voit bien, et contrairement parfois à certains discours politiques, les personnes qui sont en dehors de situation de l'emploi, c'est plutôt associé à une souffrance parce qu'on est dans une société, et ça aussi on peut le regretter ou pas, hein, mais en tout cas on est dans une société qui valorise extrêmement le travail, ça nous donne quelque part une fonction sociale, une fierté, etc., un but également, et que aller bien sans travailler, c'est plutôt pour le coup difficile. Parce que c'est vrai aussi, les personnes qui sont en dehors de situations d'emploi sont plutôt stigmatisées, on parle d'assistanat, etc. Toujours est-il que ça se traduit par des chiffres, notamment de consommation. Et donc, on voit qu'il y a vraiment cet effet protecteur du travail. Ceci dit, évidemment, le diable se cache dans les détails. Et en tant que, pour le coup, mutualiste, c'est important. Et je pense que vous avez déjà un peu ces chiffres et cette vision. Ensuite, en fonction des secteurs professionnels, il va y avoir un risque qui va être différent, notamment parce qu'on sait qu'il y a certains critères. Tout travail, évidemment, ne se vaut pas. Et certains critères de travail qui vont être associés à plus de consommation. Par exemple, on va retrouver tout ce qui va être les emplois avec une forte pénibilité, les emplois avec des horaires irréguliers, les emplois avec du travail de nuit ou du travail de week-end vont être plus souvent associés, tous les emplois qui vont être vraiment précaires, sans visibilité, voilà, notamment à l'intérim, etc. Ça, pour le coup, c'est plutôt associé à plus de consommation et à l'intérieur desquels, si je vous demandais, alors là c'est plutôt en direct, mais de deviner c'est quoi les secteurs dans lesquels on consomme le plus, les secteurs d'activité professionnelle. Quelqu'un aurait une idée? Le BTP. La restauration, très bien. Et on a un troisième. Le commercial. Non, on le cite souvent parce que l'effet Loup de Wall Street, mais non. Voilà, on peut faire référence au film, ouais. Absolument. Ouais. Non plus. Plutôt moins que les autres. Si au début, pendant les études, oui, pendant les études, oui, n'est-ce pas, docteur? Ah non. Le milieu des arts et divertissements. Ah bah oui, c'est vrai, oui. Ouais. Donc, on voit que ces trois secteurs, ils ont en commun effectivement un certain nombre de critères, notamment la pénibilité, le stress, un grand recours à l'intérim et notamment du travail de nuit. Et donc, c'est pour ça que c'est important là aussi d'avoir un discours et une approche qui va être nuancée et avec un intérêt spécifique dans certains milieux. Alors j'ai vu aussi la consommation moyenne d'alcool, c'est 10% de la population qui consomme une fois tous les jours, enfin tous les jours un petit peu d'alcool, mais par contre, où on voit la population à la retraite, on passe de 10% à 26%. Ouais. Comme quoi le monde du travail est protecteur, vous le disiez, mais quand on passe à la retraite, on a tendance à boire un petit peu plus tous les jours. Hein. Voilà, bon ça c'est dit, mais donc on peut quand même refaire quelques petits pots en interne chez nous, c'est très bien de temps en temps. Alors, c'est difficile, bien sûr, je souris, mais c'est difficile de sortir de l'addiction. Il est nécessaire, bien sûr, de se faire accompagner. Alors, quelles sont maintenant les solutions? On va parler de solutions proposées justement aux addicts pour sortir de cette addiction et quel est le rôle que peuvent jouer les associations dans un deuxième temps? Bien sûr. Il y a évidemment plein de solutions et l'idée et le but de la prise en charge en addictologie, ça va être de trouver là où les bonnes solutions par rapport à un individu, ses problématiques,
le produit qu'il va consommer, etc. En gros, avant tout, il faut savoir que l'addiction, c'est, on l'a dit, une maladie qui est considérée comme une maladie chronique, c'est-à-dire que c'est une maladie qui quand même s'installe dans le temps, notamment dans les critères. Par exemple, pour diagnostiquer une addiction, c'est un usage depuis au moins 1 an. Ça ne veut pas dire qu'avant, ça ne peut pas être problématique, mais il y a vraiment cette notion de c'est quelque chose qui a plutôt tendance à s'installer dans le temps. Et donc, pourquoi ça? Eh bien, parce que il va falloir aussi que les soins s'installent dans le temps. Il n'y a pas de solution miraculeuse. Ceci dit, il y a plein de choses qui existent. Avant tout, et c'est souvent la porte d'entrée, les consultations avec un médecin addictologue qui peut être psychiatre. Certaines autres spécialités font aussi un travail en addictologie. Ça va être ensuite différentes structures qui peuvent apporter une aide, par exemple les hôpitaux de jour, qui sont des lieux dans lesquels on va aller pour des soins la journée et retourner chez soi le soir. Donc, ce qui permet justement cet aller-retour entre finalement quelque chose d'assez contenant et ensuite le soir se retrouver confronté à son environnement, on va dire, habituel. Ça peut être dans certains cas l'hospitalisation pour sevrage, qui a vraiment une place qui est très importante en addictologie, qui alors souvent est, soit on se dit c'est la dernière des solutions. Or, souvent, c'est très utile, notamment pour les personnes qui ont des vulnérabilités psychiques, qui ont un peu une dépression également, ou qui vont consommer plusieurs substances, ou qui vont consommer des substances dont l'arrêt peut donner beaucoup de symptômes de sevrage, notamment des symptômes physiques. Donc, pour le coup, c'est une solution qui est évidemment qui peut être très utile, et néanmoins qui est très provisoire. Parce qu'à l'inverse, parfois, on a l'impression, les gens se disent bah, c'est la solution miraculeuse. En fait, elle peut être miraculeuse si derrière on met des choses en place, parce que sinon, c'est évidemment un temps T dans lequel la personne est à l'hôpital ou en clinique, mais ensuite elle retourne dans son environnement quotidien. Et si on ne travaille pas sur l'origine, on ne va pas pouvoir aider la personne de manière pérenne. Et puis ensuite, il va y avoir la psychothérapie, notamment dans cette idée de faire un travail pour comprendre à l'origine ce qui fait que la personne a eu ces vulnérabilités qui se sont ensuite exprimé dans la recherche et dans la consommation de produits. Dans certains cas et pour certaines substances, il va y avoir des médicaments qui peuvent aider dans la prise en charge et notamment dans le sevrage. Et d'une manière aussi générale, ça va être, et c'est pour ça que pour le coup, moi je tiens, on va dire, à la double casquette psychiatre et addictologue, on sait par exemple 50% des personnes qui ont un trouble bipolaire, ça va passer, ils vont avoir en plus de ça une addiction. Donc il y a aussi l'idée de prendre en charge les comorbidités, par exemple, de la personne. Le rôle des associations, pour faire le lien justement avec le thème À tout soleil de cette année. Vous travaillez, vous, avec des associations? Bien sûr, on travaille avec des associations. Alors, la plus connue, et là pour le coup on la voit dans à peu près tous les films et les séries de la pop culture, ça va être les alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, qui alors sont quelque chose, exactement AANA, qui sont vraiment quelque chose d'important, qui existe en France, qui viennent des États-Unis, qui du coup sont vraiment conçus comme quelque chose de très américain, hein, donc avec notamment un grand appel à la spiritualité. C'est ce qu'on voit dans toutes les séries, que ce soit Euphoria, Certain Reason Why, enfin bref, quasiment tous les films et les séries sur le sujet. Ceci dit, et ça c'est une vraie distinction, aux États-Unis, c'est vraiment la pierre angulaire des soins, notamment pour une raison très pragmatique qui est que c'est gratuit. Or, les soins en addictologie et en médecine, de manière générale, sont très chers aux États-Unis. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils ont cette importance-là. En France, ils ont une place qui est importante, mais on a la chance quand même d'avoir un système public qui existe encore, notamment qui repose sur des centres de consultation qu'on appelle les CSAPA, CSAPA, et qui maillent tout le territoire et qui sont vraiment des centres de consultation avec dedans des médecins, des infirmiers, des psychologues, des psychiatres, etc. Et finalement, les AANA ne vont pas être le seul recours. Or, c'est un peu une petite pointe, mais c'est ce qui est intéressant de travailler avec les représentations de films et de séries. C'est que souvent, les créateurs français vont avoir tendance à un petit peu copier-coller avec systématiquement les AANA en France, là où il y a quand même d'autres choses qui existent et que ça devient même un petit peu cliché entre guillemets, bonjour, enfin les gens qui s'assoient en cercle et qui disent bonjour, je consomme depuis X temps, quoi. Bonjour Philippe. Exactement. C'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu plus de pudeur en France justement pour
Alors, c'est sûr qu'il y a aussi cet aspect-là qui est qu'aux États-Unis, ils sont très habitués aussi à parler d'eux, l'art du storytelling, etc. Et donc ça peut être un petit peu, on va dire, impressionnant. Donc moi, c'est vrai que je le conseille quasi systématiquement à mes patients d'aller faire un tour au moins une fois, de voir si ça peut les aider ou pas. Certains accrochent et ça les aide beaucoup, d'autres pas tellement. Et donc, comme finalement toute solution, il s'agit vraiment ensuite de l'individualiser et de finalement trouver ce qui va être bon pour la personne. Alors j'en profite bien évidemment, et peut-être vous avez d'autres associations avec lesquelles vous travaillez, mais j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez encore nous faire remonter des candidatures pour l'opération À tout soleil jusqu'au 14 juillet. Faites-nous remonter justement ces associations nombreuses qui luttent, je rappelle, qui luttent pour prévenir les conduites addictives, aident les jeunes addicts à se soigner, à se libérer durablement de leurs addictions. Voilà, vous pouvez participer, vous accompagnez votre association, vous devenez marraine, vous devenez parrain. Oui, bien sûr, je vais le dire maintenant, je vais le dire. On va faire la page de pub. Vous pouvez participer. Alors là, je vais lire, on le rappelle, À tout soleil, c'est 15 associations récompensées d'un prix allant jusqu'à 20 000 €, s'il vous plaît. Un soutien en communication, relations, presse, reportage photo, avec un atelier aussi. Et vous allez bien évidemment sur le site, c'est ça, Nos épaules et vos ailes. Tout est bien expliqué pour nous faire remonter vos dossiers de candidature. J'espère que Manon va être satisfaite de mon explication. Voilà, on va bientôt passer aux questions. Je vais en prendre déjà une que je vois, que j'ai vue arriver. Vous allez être le grand témoin justement de cette soirée, parce qu'à cette soirée, les sélectionnés, les associations qui ont été sélectionnées vont se rejoindre début décembre. Pour cette soirée, vous serez le grand témoin. Fierté d'être le grand témoin d'À tout soleil? Bien sûr, c'est une fierté, puis surtout ça montre que ça évolue, parce que le sujet de la psychiatrie, le sujet de l'addictologie, pendant extrêmement longtemps, ils ont été plutôt, comment dire, ils ont été un peu mis sous le tapis, pas du tout valorisés, beaucoup moins que beaucoup d'autres spécialités ou problèmes de santé, parce que ça faisait peur, parce qu'il y avait énormément d'idées reçues, de stéréotypes, et que voir qu'aujourd'hui on arrive à un moment où finalement on prend la mesure de la place que ça a dans notre société, et ce, dans tous les secteurs, finalement. On le voit, le secteur professionnel, le secteur de l'éducation, le secteur de la création artistique, le secteur du cinéma, de la musique, etc. Donc, en fait, on voit bien que ça concerne tout le monde à différents degrés. Et c'est vrai que, évidemment, ça participe à une levée des tabous et le fait que, justement, ce soit cette année des associations spécifiques en addictologie qui soient primées, c'est très positif, parce que, alors évidemment, toutes les causes sont importantes, mais on voit bien, notamment en France, que pendant très longtemps, c'était beaucoup plus facile d'alerter l'opinion et de susciter un intérêt autour de causes comme, par exemple, la cancérologie, l'oncologie, même la question du grand âge, les enfants, où il y avait énormément d'acteurs, d'associations et également d'argent consacré à ces causes, là où les addicts, jusqu'il y a peu, et malheureusement pour certaines personnes, c'est encore considéré comme des citoyens de seconde zone, et donc pourquoi est-ce que finalement on s'en occuperait alors qu'ils ont qu'à arrêter, etc. quoi. Ok, on va prendre une première question. J'ai entendu dire que la volonté n'était pas nécessaire pour sortir d'une addiction. Mais alors, comment s'en sortir? Très bonne transition, parce que c'était quasiment le propos que je voulais développer juste après. Alors, disons que la volonté, elle va être nécessaire, mais pas suffisante. En addictologie, à la différence de certaines pathologies psychiatriques, on ne peut pas imposer de soins. Donc, on ne peut pas finalement imposer, contraindre quelqu'un à se soigner. Parce que éthiquement, ce serait compliqué, parce que finalement, à la différence de certaines pathologies comme par exemple la schizophrénie, dans laquelle la personne va avoir des idées délirantes qui font qu'il ne peut pas accéder aux soins, dans le cadre de l'addictologie, finalement, il n'y a pas de perte de conscience qui ferait qu'on peut imposer des soins à quelqu'un. Donc là, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est qu'en plus, évidemment, ça a été testé, notamment aux États-Unis. On sait aussi le coût que ça représente par rapport à la société, l'addictologie. Donc si ça avait marché, potentiellement, ça aurait pu être appliqué dans certains pays. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc pour ces deux raisons-là, contrairement à ce qu'on voit notamment, dès qu'il y a une prise de parole politique sur le sujet, ça a été beaucoup le cas pendant, par exemple,
le moment médiatique, on parlait beaucoup de la colline du crack à Paris. Pourquoi on ne les force pas? On les met tous dans une ambulance et hop, on les soigne. En fait, on sait que ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que la volonté, elle va être nécessaire pour installer des soins. Ceci dit, quand on dit la volonté nécessaire, il va y avoir tout un travail de justement essayer de faire naître cette volonté à travers justement une attitude non stigmatisante, à travers la proposition de soins, à travers finalement une prise en compte du patient de où il en est vis-à-vis de sa consommation, pour essayer de favoriser cette volonté. Une fois que la volonté est là, on la travaille, on la renforce et elle est indispensable, mais elle n'est pas suffisante parce qu'il ne suffit pas évidemment de dire à quelqu'un « Ah bah oui ». Et c'est pour ça que cette définition de l'addiction, elle est importante parce que souvent, ce qu'on va constater, c'est que par exemple, quelqu'un qui a une maladie alcoolique depuis des années et qui va commencer à en parler à son entourage, quelqu'un va dire « Ah bah tu vois, c'est comme moi, voilà, j'aime bien boire, mais cette semaine, j'ai décidé de ne pas boire parce que c'est bientôt l'été, etc. » En fait, on ne peut pas du tout comparer ça et c'est extrêmement violent. Et d'où l'idée de finalement favoriser cette volonté de s'en sortir, mais sans responsabiliser, en prenant bien compte le fait que ce soit une maladie et que la volonté seule ne suffise pas. Alors on a parlé des addictions, souvent l'alcool, alcool, tabac, cannabis, etc. Mais il y en a une aussi qui nous touche tous et qui touche les jeunes, mais qui nous touche aussi. Et j'aime bien la question, quid de l'addiction des écrans chez les jeunes et moins jeunes, qui devient un fléau? C'est aussi une très bonne question qui est complexe. L'addiction aux écrans, pour l'instant, elle n'est pas définie dans les catégories médicales et psychiatriques pour plein de raisons, notamment le fait que l'usage des écrans, ça va être difficile de déjà le caractériser. Parce qu'en fait, quand on utilise un écran, parfois on travaille, parfois on se renseigne, parfois on se divertit, parfois on communique. Donc en fait, finalement, c'est 1000 usages à l'intérieur d'un même, derrière un même écran. Ce qui va être très différent de l'addiction, par exemple, qui est des addictions comportementales qui sont définies aujourd'hui, comme l'addiction au sexe, comme l'addiction aux jeux de hasard et d'argent, où c'est un peu toujours la même chose qu'on va faire, peu importe. Par exemple, dans l'addiction, c'est important de le comparer pour bien comprendre, l'addiction aux jeux de hasard et d'argent, c'est la même chose et au niveau du cerveau, ça va être les mêmes zones globalement qui sont stimulées, que ce soit au casino, que ce soit en ligne, que ce soit avec des jeux de grattage, etc. Là où, en fait, pour les écrans déjà, en fait, on l'utilise, mais derrière, quel est l'usage on fait des écrans? Donc ça, c'est une première chose. Le second étant que aujourd'hui, c'est aussi très compliqué parce que on n'a pas de normes de dire ça c'est un bon usage, ça c'est un mauvais usage. C'est pour ça que il y a à la fois énormément de recherches en ce moment sur le sujet, notamment avec certaines études qui commencent à montrer qu'un hyper-usage des écrans, le fait d'utiliser trop les écrans, chez des jeunes enfants, ça va retarder l'apprentissage, chez des adultes et des adolescents, ça peut à certains moments renforcer de l'anxiété, de la dépression. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas une addiction aujourd'hui que ça n'a pas d'effet négatif, mais aujourd'hui, c'est difficile de parler d'une addiction, notamment avec cette question de perte de contrôle, là où finalement, c'est aussi un outil qui est utilisé et qui est quand même, force est de constater, devenu quasi indispensable dans nos quotidiens. Est-ce que des patients ou des parents sont venus à votre cabinet pour justement dire mon fils ou Non. Non, parce que justement, alors il y a deux choses, il y a même trois choses. Aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on est assez précautionneux de dire voilà, il ne s'agit pas de mésuser et de dire tout est addiction, je suis addict au chocolat, je suis addict à cela. Bon, quand on a une addiction, une maladie, c'est quand même en général des personnes qui vont développer des troubles extrêmement graves avec des conséquences sur le corps, pour l'alcool au niveau du foie, pour les opiacés avec un risque de vie qui peut être engagé, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de gens aux urgences qui viennent par rapport à ces problèmes-là que quelqu'un qui viendrait j'arrive pas à ne pas utiliser mon téléphone. Il y a aussi quelque part la dangerosité qui va être mise en compte, même si évidemment je vous fais que des réponses de psy qui sont assez pondérées, mais c'est des choses qui sont complexes. On le sait pour par exemple le tabac, on sait aujourd'hui que c'est évidemment très nocif, mais que ça a mis des années, des dizaines, cinquantaines d'années, parce qu'il y avait aussi un lobbying qui faisait qu'on faisait en sorte de ne pas finalement faire avancer la recherche suffisamment. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, la vérité d'aujourd'hui, peut-être que dans 10 ou 20 ans, si on regarde ce live, vous direz, mais il était complètement à côté de la plaque, on sait bien que c'est une addiction et que ceci, que cela. Bon,
Et c'est le propre de la science d'évoluer chaque jour. Donc en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas encore voilà, des critères suffisamment sévères pour parler d'addiction, même si, encore une fois, on sait déjà qu'il y a des effets qui vont être négatifs. Les privilégiés, oui, justement, peut-être pour une question en salle, les privilégiés qui assistent à cette conférence peuvent aussi poser des questions. Hein, voilà. Isabelle. Bonjour Isabelle Ledini. On parle d'addiction, vous l'avez évoqué tout à l'heure par rapport au culte du corps et au sport. J'ai beaucoup autour de moi de jeunes qui sont, alors je ne suis pas du tout professionnelle, mais addicts au sport, c'est-à-dire que s'ils loupent une séance, s'ils n'ont pas du sport au moins 5 fois par semaine, ils se sentent mal et du coup ça a un comportement sur leur mode alimentaire, ils vont se faire vomir, enfin ça a des conséquences et je parle d'addiction parce qu'ils construisent leur vie en fonction de cette pratique de sport et on ne peut pas partir en vacances s'il n'y a pas de salle de sport, des choses comme ça. Donc là, est-ce qu'on peut vraiment parler d'addiction? Et du coup, au niveau de contraintes sur le corps et de conséquences, là, c'est quelque chose qu'il faut, j'ai envie de vous dire qu'il faut traiter ou comment réagir? Bien sûr, merci. C'est aussi une excellente question. Dans l'addiction au sport, en fait, on va voir que, et c'est ce qui est passionnant en psychiatrie, c'est toujours des choses complexes, que ça va regrouper plusieurs choses. Puisqu'en fait, il y a une part qui va être liée aux troubles du comportement alimentaire, comme vous le citiez, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la bigorexie ou la manorexie, parce que initialement c'était plutôt des hommes, maintenant finalement pas que, qui en fait vont développer une sorte de trouble du comportement alimentaire, mais où à l'inverse de la personne en situation d'anorexie, où c'est être le plus mince possible, là ça va être le plus musclé possible. Donc pour le coup, c'est une logique plutôt de trouble du comportement alimentaire avec des ruminations autour effectivement du corps qui va passer par effectivement une alimentation extrêmement stricte et pas forcément en rapport avec les besoins physiologiques, énormément de temps consacré à du coup modifier son apparence corporelle et surtout ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire que la personne ne se voit pas telle que objectivement on la verrait. Donc c'est dans le cas de anorexie qui dit voilà je suis énorme alors que la personne a une silhouette extrêmement fine. Et dans la bigorexie, ce qu'on va voir, c'est que plus en fait la personne va se muscler, moins elle va se voir musclée, plus elle va avoir finalement une insatisfaction corporelle qui va du coup se traduire par plus d'exercices avec potentiellement des conséquences négatives, effectivement, comme vous le citiez, d'isolement social, de blessures, d'incapacité du coup à en fait on va dire arbitrer à un moment dans la vie, la personne qui va dire non, je ne vais pas aller à tel dîner d'anniversaire parce que je dois manger mes steaks, etc. et que ce n'est pas compatible avec ma routine, etc. Donc pour le coup, ça ressemble évidemment à de l'addiction et d'ailleurs tous les troubles de comportement alimentaire sont aujourd'hui en train d'être rapprochés de l'addiction et donc c'est effectivement pour le coup un trouble qui est de plus en plus fréquent. Avec là aussi, encore plus que pour les autres troubles du comportement alimentaire, une difficulté qui est que socialement, ça reste très valorisé. Donc en fait, il va y avoir un renforcement positif parce que les gens vont dire « Ah, mais c'est génial, tu es extrêmement musclé, tu prends soin de toi, tu maîtrises ton corps. » Donc on voit bien que c'est aussi quelque chose de sociétalement très accepté, avec notamment certaines nouvelles tendances, on va dire, sportives, le crossfit, etc., qui ont tendance à être dans une approche assez violente des choses et à renforcer un petit peu ça. Et en même temps, évidemment, c'est pour ça que c'est compliqué et qu'il faut plutôt une prise en charge individualisée. Il ne s'agit pas de diaboliser le sport parce qu'on sait que c'est quand même bon pour la santé. Donc c'est évidemment une notion finalement de seuil qui est importante. À quel moment on est en tant que sportif? Exactement. À quel moment, au moment où on perd le contrôle. Le sportif de haut niveau, dans ce cas-là, il légitime son addiction. Ce qui est une bonne question. De dire, je suis sportif de haut niveau. Sauf que le sportif de haut niveau, par exemple, c'est son métier. Donc là, on voit que
on peut... C'était peut-être son addiction et qui en est certaines, devenue, exactement, mais qui est devenue son certaines métier. danseuses connues, certains athlètes, effectivement, ont aussi un trouble de comportement alimentaire, puisque c'est des milieux qui vont un peu favoriser, on va dire, ces tempéraments-là. Mais encore une fois, c'est différent, parce que l'athlète qui s'entraîne 8 heures par jour, quelque part, il fait son métier. La personne qui a un métier et qui ensuite va à la salle 2 heures le matin, 2 heures le soir, etc., pour le coup, il y a moins ce côté fonctionnel. Donc, on voit bien sûr que on en revient toujours à l'individu et ensuite à un moment et à un temps T, essayer de voir ce qui peut être problématique et ce qui peut être du coup pathologique ou pas. J'ai vu aussi qu'on pouvait être addict au bronzage aussi. Oui, alors ça c'est un petit peu plus anecdotique, mais j'en parle quand même dans le livre, notamment parce que c'est assez intéressant conceptuellement. Ah oui. En fait, quand on s'expose à la stimulation lumineuse, le corps va créer et synthétiser des opioïdes. Alors certes, à une dose très faible, ça ne va pas être le shoot de codéine, mais néanmoins des opioïdes, donc c'est une substance qui est plutôt addictive, qu'on a naturellement dans le corps, qui est plutôt plaisante, ce qui explique, c'est une des raisons pour lesquelles ça reste très agréable de s'exposer au soleil. Là aussi, ça va être une question de, on va dire, de normes et d'habitudes, mais chez certaines personnes, et notamment les études les plus intéressantes, les plus, on va dire, solides, ont été faites auprès des personnes fréquentant les cabines de UV, où là, pour le coup, on a alors quelque chose, et c'est aussi intéressant parce que finalement, c'est un peu la même chose pour toutes les addictions. On va voir qu'aujourd'hui, quelque chose qui pouvait être comme le sport, quelque chose nécessaire à l'équilibre et un petit peu dévoyé. Et en fait, aller tous les jours dans une cabine à UV, pour le coup, je crois que dans l'étude qu'ils avaient fait, il y avait au moins 30% qui étaient vraiment addicts au soleil, enfin en tout cas au soleil artificiel, avec du coup une surstimulation de ce système d'opioïdes, avec des symptômes de sevrage s'ils arrêtaient, et avec surtout, et ce qui est le plus dramatique pour le coup, le fait que ça expose à un très haut risque de mélanome, de cancer de la peau, et que des personnes continuaient et continuent d'aller fréquenter les bancs solaires malgré le fait qu'ils étaient atteints de cancer. Ce qui là montre que, pour le coup, en termes de perte de contrôle et de finalement continuer un comportement malgré les conséquences négatives, on voit que ça cote tous les critères de l'addiction. On va parler, parce que le temps passe, il nous reste 7 petites minutes, la règle des 21 jours. On nous pose la question, est-ce vrai que la règle des 21 jours fonctionne et permet de changer nos habitudes? On en parle. C'est quoi cette règle-là? Alors, la règle des 21 jours, c'est quelque chose qu'on voit pas mal passer dans le développement personnel, qui voudrait qu'il faudrait 21 jours pour modifier un comportement. C'est une règle qui n'a pas montré son efficacité et qui n'a pas prouvé un effet au niveau médical et scientifique, où a priori ce serait déjà plutôt aux alentours de 60 jours qu'on modifie un comportement. Et c'est plutôt, et là aussi c'est parfois compliqué, mais dans tout ce qui va être autour du développement personnel, un de mes conseils, c'est quand même de se méfier de tout ce qui va être solution rapide et miraculeuse, que ce soit autour de l'addiction, autour du coaching, autour du sport. Bon, c'est souvent, c'est vraiment une réponse de psy, c'est souvent plus complexe que ça, et tout ce qui va être radical et très efficace, en général, on remet un peu en question l'efficacité sur le long terme. Donc, en tout cas, cette règle des 21 jours, elle n'a jamais montré d'efficacité, une réalité médicale ou scientifique. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ou pas? Je vais poser une dernière question. Oui. Bonjour, Laurence Mario. Je voulais poser comme question, en fait, est-ce que finalement, quand on est dans une sorte de vulnérabilité, on a plus de facilité, entre guillemets, à aller vers l'addiction? Est-ce que c'est forcément orienté vers une addiction en particulier ou est-ce qu'on peut du coup développer nombre d'addictions? Exposé à... Très bonne question, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Quel est le moment de vulnérabilité? Par exemple, quelqu'un qui va être extrêmement anxieux ou d'ailleurs concerné par une dépression, donc plutôt triste, etc., il va avoir plutôt tendance à rechercher des produits qui vont apaiser l'angoisse, voire améliorer l'humeur de manière transitoire, comme par exemple l'alcool.
une fois qu'on a dit ça, il y a l'effet de l'alcool en soi, aussi évidemment l'effet et le poids des représentations. Si vous regardez n'importe quel film de Bridget Jones au Bridgerton, en passant par en fait tout à peu près, le moment et que vous êtes un peu attentif, un moment de tristesse, un moment de rupture, un moment d'inquiétude va systématiquement passer par le héros ou la héroïne qui va se servir une bouteille, enfin un verre, etc., de l'alcool. Donc il y a aussi cet ancrage extrêmement fort qui fait que on se dit bah oui, je suis triste donc je bois de l'alcool, sachant que l'alcool a plutôt tendance à aggraver la tristesse sur le long terme. Donc finalement, le moment de vulnérabilité, il va dépendre de l'individu et de son environnement social. Si dans son environnement, les gens ont plutôt tendance à consommer du cannabis ou de mésuser par exemple certains médicaments, qui dans ce cadre-là peuvent devenir une addiction, ou l'alcool, etc., ben, en fait, ça va dépendre un peu de ce qu'il a dans son environnement et puis ensuite de ce qu'il va rechercher quelque part dans la substance par rapport à sa problématique propre un peu d'automédication. Pareil aussi, j'ai pu lire qu'en fait, le public LGBT est plus exposé, beaucoup plus exposé. Vous en parlez justement dans votre livre. Exactement. 50%, il y a des spécificités liées au genre qui sont hyper, là aussi, intéressantes pour finalement comprendre comment ça marche les addictions. Chez les femmes, ça a été montré. Par exemple, les femmes vont moins consommer de substances pour plein de raisons. Certaines raisons hormonales, mais aussi beaucoup de stéréotypes sociaux. Aujourd'hui, et encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, un homme qui consomme, on va se dire que finalement, c'est parce qu'il l'a bien mérité ou c'est parce que c'est un bon vivant, etc. Une femme qui consomme, on voit que cette notion de perte de contrôle, ça reste moins toléré socialement et donc ce qui fait que les femmes vont moins consommer de substances, ce qui est plutôt protecteur. Malgré tout, ces stéréotypes-là vont faire que chez les femmes qui vont développer une dépendance, elles vont aussi avoir beaucoup plus de mal à l'exprimer. Elles vont plutôt avoir tendance à s'obliger à le cacher. Elles vont avoir moins du coup d'opportunités de soins. Et donc au final, s'il y a moins de femmes concernées par l'addiction que d'hommes, eh ben, les femmes vont être plus sévèrement atteintes de l'addiction que les hommes. Si on regarde dans la population LGBT, là aussi, on va voir que le lien finalement qu'on peut faire entre orientation sexuelle et dépendance, il va se situer dans le fait que les personnes LGBT ont statistiquement sont victimes plus souvent de harcèlement, plus souvent de discrimination et que ça en fait c'est des critères qui exposent là aussi et qui sont associés à plus de consommation. Donc là aussi, finalement, ça fait un lien, mais qui est encore une fois, je trouve passionnant, entre des aspects beaucoup plus sociologiques et la psychiatrie. Allez, docteur, dernière question. Les Français sont particulièrement connus pour leur consommation de tabac et de cannabis, véritable fléau. Quel conseil donneriez-vous à un fumeur qui souhaite arrêter ? Difficile comme ça de but en blanc, mais déjà le rassurer sur le fait que, alors c'est difficile, me semble, de mélanger tabac et cannabis, mais en tout cas, l'idée c'est pas si difficile, notamment pour le tabac, avec les substitutions, notamment les patchs, les gommettes, etc. Ça fonctionne plutôt bien à partir du moment où on donne le bon traitement au bon moment, encadré, etc. Parce que la plupart des gens qui disent j'ai essayé, ça ne marche pas, c'est parce qu'ils l'ont mal utilisé, on leur a mal expliqué. Même une addiction comme celle du cannabis, c'est évidemment possible d'arrêter. Et c'est souvent le jeu en vaut la chandelle parce que réussir à avoir sa vie sans cannabis pour quelqu'un qui a été pendant longtemps intoxiqué, c'est souvent très compliqué. Et là aussi, avec ne serait-ce que de l'éducation et d'expliquer les choses, parce que souvent la personne qui fume du cannabis, c'est très souvent le soir pour s'endormir. En fait, dire bah oui, c'est un symptôme du sevrage, mais c'est un symptôme qui est transitoire. Si il y a ce symptôme-là, on peut mettre en place un médicament transitoire le temps que, et en fait rien qu'avec ça, la personne qui arrête le cannabis et qui quand même arrive à dormir, ça va changer drastiquement finalement sa capacité à arrêter ou pas, parce qu'en fait sinon, c'est ce qui se passe quand les personnes essaient d'arrêter seules. Du jour au lendemain, il y a le sevrage en nicotine, on ne dort pas, de l'irritabilité, etc. Enfin, c'est extrêmement difficile tout seul et donc très rapidement la personne reconsomme.
Merci, docteur. Merci Grand merci. En tous les cas, on va se retrouver jusqu'à la soirée à Tout Soleil. N'oubliez pas de nous faire remonter les dossiers de candidature. Je tiens à remercier, avant de conclure, bien évidemment, Manon, qu'on a vu tout à l'heure, et Cali, pour ce premier webinaire. Et en régie, Claire, Peter et Eric. En tous les cas, un grand merci pour cette réalisation à tous. Docteur, on se retrouve le 25 septembre pour un deuxième webinaire. Là, le sujet, on parlera toujours de l'addiction, mais surtout le rôle de l'entourage pour justement lutter contre l'addiction. Génération Zéro Addiction. Merci à tous. Merci, docteur. À très vite. À très bientôt. Merci à tous. Merci à vous.